c'est important de se positionner sur les premiers qui viennent à la vente. Sur le premier lot qui est proposé à la vente, le deuxième, etc. Parce qu'au final… Je suis Guillaume Virondeau, ancien huissier de justice, désormais coach et formateur immobilier, spécialiste des enchères immobilières. Auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, j'accompagne les investisseurs qui souhaitent se diversifier et exploser leur plafond de verre grâce aux enchères. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu qui te permettra de tout comprendre à l'univers des enchères judiciaires. Le nombre d'acquéreurs n'a pas diminué ni augmenté. Il n'y a pas plus de monde qu'avant. Les prix sont encore plus attractifs que ce qu'ils n'étaient auparavant. C'est que même d'une audience à l'autre, le même bien peut avoir un prix différent. On va accueillir une personne qu'on a déjà accueillie sur la chaîne. Salut Jordan. Salut Guillaume. Bienvenue, merci d'être là. Donc Jordan, c'est Jordan Sarrazin du cabinet d'avocats Civilex, avocat au barreau de Bordeaux. Je vais vous mettre le lien vers la première vidéo qu'on avait fait ensemble il y a déjà 6 mois, ça passe vite, et qui porte évidemment sur les ventes aux enchères immobilières, et donc vue par un avocat avec son vécu, son expérience, son point de vue et son quotidien d'avocat justement qui, tu vas nous le dire toi-même, mais qui accompagne les investisseurs dans leurs investissements immobiliers à travers les enchères immobilières et avant ça qui a travaillé… à travers les enchères immobilières, qui est un très bon vecteur pour l'investissement immobilier en effet. Voilà. Alors si tu veux bien Jordan, donc je vous mets le lien vers la première vidéo, il y a une présentation complète, mais si tu veux bien te représenter en quelques mots, en quelques minutes pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette vidéo-là, vas-y, on t'écoute. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Écoute, déjà merci Guillaume pour cette invitation et ce thème qui nous tient à cœur, qu'on apprécie vraiment, les ventes aux enchères, notamment pour les investissements immobiliers. Alors, pour ma part, je suis avocat au barreau de Bordeaux, associé et fondateur du cabinet Civilex. On intervient essentiellement dans l'investissement immobilier, on accompagne et on développe les investissements de nos clients, les structures. Et beaucoup d'entre eux utilisent ce vecteur des enchères immobilières. Voilà, à Bordeaux, il y a quand même une belle activité en termes d'enchères immobilières. Oui, il y a de la matière régulièrement. Tout à fait. Ok, merci Jordan, super. Donc pour rappel, là, c'est la version 2 de la vidéo. On va voir des choses et des thématiques qu'on n'a pas vues la première fois. La première fois, on avait vu notamment la fixation de la mise à prix. On avait vu le devoir de conseil de l'avocat, comment choisir un avocat justement en adéquation avec vos besoins, vos envies, vos ambitions. Et quel était le rôle de l'avocat, quelle aide il pouvait vous apporter un petit peu dans tous les domaines, à la fois immobilier, mais aussi bien au-delà de ça. Quels étaient les frais justement de l'avocat pour tout le travail qu'il va faire pour vous, notamment dans le cadre des enchères, les conditions pour enchérir et les délais pour la revente du bien. Donc ici, on va aller voir des points qu'on n'avait pas vus. Et on va commencer tout de suite par faire un petit point sur le marché, comme ça fait 6 mois qu'on n'en a pas parlé. On sait que ça évolue vite. Le marché de l'immobilier, il y a de grosses modifications en ce moment, les taux qui augmentent énormément. Beaucoup de modifications sur les critères d'octroi des prêts aussi ces derniers mois. Donc, est-ce que toi, tu as vu quelque chose? Moi, j'ai un biais de confirmation, c'est que les algorithmes me poussent toujours plus de vidéos et de contenus en lien avec les enchères. Donc, j'ai l'impression que tout le monde ou presque maintenant s'y intéresse. Ouais. Mais si tu peux me donner ton point de vue là-dessus, est-ce que à ton niveau, donc au barreau de Bordeaux ou au sein du cabinet, tu vois un peu plus de visibilité, plus de monde peut-être sur les ventes, et est-ce que aussi tu vois plus de biens en vente ces derniers mois? Alors, plusieurs points quand même, c'est que le marché immobilier de manière générale se tend et se cristallise. Là, on ressent réellement une baisse affichée des prix de manière générale depuis le mois de septembre au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même des prix affichés assez élevés et qui n'avaient pas encore subi de baisse, avec des négociations derrière. Aujourd'hui, les agents immobiliers et les acteurs du marché baissent les prix affichés, ce qui n'empêche pas encore les négociations. Donc, de manière générale, on a quand même une tension et une baisse de volume de transactions immobilières. Un peu plus précisément concernant les ventes aux enchères,
Il n'y a pas de diminution en tant que telle, ni d'augmentation du nombre de ventes. C'est pas encore constaté, encore acté, en tout cas pour ce début d'année 2023. Quand on regarde les annonces sur les plateformes accessibles à cet effet, on n'a pas encore de baisse. Plus précisément à Bordeaux, je pense que j'aurai ces informations-là ou ces retours-là début 2024 sur le nombre de ventes. Une chose est certaine, c'est que même si le nombre de ventes n'a pas diminué, le nombre d'acquéreurs n'a pas diminué ni augmenté. Il n'y a pas plus de monde qu'avant dans la salle d'audience pour les ventes aux enchères. Il y a encore, même si ça se tend à se démocratiser, on en parlait avec Guillaume, il y a encore un manque de connaissances autour de ce type d'investissement. Malheureusement, parce que c'est une forme, un vecteur tout à fait intéressant pour Sport Acquéreur. Le seul point qui a évolué, c'est peut-être les prix de vente, les prix d'adjudication. Même les marchands de biens qui ont l'habitude et qui interviennent régulièrement s'arrêtent, diminuent, ne vont plus aussi haut qu'avant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois acheté, une fois rénové, il faut pouvoir revendre. Et le marché classique étant lui-même tendu, pour les marchands et les investisseurs, on sent une légère baisse, ce qui est plutôt opportun quand on veut nous-mêmes réaliser des investissements, parce que les prix sont encore plus attractifs que ce qu'ils n'étaient auparavant. Avec la particularité quand même, parce qu'à Bordeaux, c'est qu'on est quand même une belle métropole et que les prix restent quand même assez élevés. Mais aux alentours, on arrive de nouveau à réaliser des bonnes opérations, ce qui n'était pas le cas des 2-3 dernières années précédentes. Ouais, c'est l'impact des taux de la hausse des taux d'intérêt. Du coup, les enveloppes diminuent parce que l'emprunt coûte plus cher, les mensualités augmentent nécessairement, qu'on soit professionnel, marchand de biens ou qu'on soit investisseur particulier. Et puis, effectivement, le marchand de biens, il aura plus de soucis à revendre plus cher puisque, justement, les enveloppes ont diminué pour ceux qui, potentiellement, vont aller acheter après sa transformation. Donc, sans transformation, d'ailleurs. Mais donc, ouais, c'est super intéressant. Tu vois, je ne savais pas, vous avez un accès, vous, à Bordeaux, aux statistiques du nombre de ventes des… Non, on n'a pas accès direct aux statistiques du nombre de ventes, mais il y a un registre qui est tenu sur les ventes. Donc voilà, après, on est en contact étroit avec les différents opérateurs, huissiers, magistrats, le greffe, et donc en discutant, on s'en rend compte d'une augmentation ou d'une diminution du volume de vente. Mais ce n'est pas encore soumis à statistiques. C'est difficile à trouver, les chiffres. Tu vois, justement, j'ai ma newsletter qui est partie ce matin sur mon blog. D'ailleurs, tiens, je vous mettrai le lien, celles et ceux qui veulent s'inscrire. Voilà. Et sur une des parties de la newsletter, je partage les statistiques de l'année dernière, de 2022, que je suis allé chercher sur le site Vench.fr, qui les avait partagées en partie et qui ont eu la gentillesse de me communiquer le reste. Et ils ont, eux qui ont pourtant tout un canal d'avocats qui travaillent avec eux, etc. Ils se sont mis en relation aussi avec les différents barreaux, les différents tribunaux judiciaires. C'est compliqué d'avoir des datas, d'avoir les données sur le nombre de ventes. C'est ultra compliqué et même sur les prix de vente pour avoir le différentiel, parce qu'ils ont ça aussi en termes d'information. Pourcentage d'augmentation entre les mises à prix et les prix d'adjudication réels, parce que c'est quand même important quand on s'intéresse à certains types de biens de savoir le bien est mis à prix 50 000, est-ce qu'il va partir plutôt à 100 000 ou à 60 ? C'est quand même intéressant. Mais c'est des datas qui sont très compliquées à trouver. Donc voilà, si ça vous intéresse, la dernière newsletter, elle est là, mais c'est vrai que c'est galère. Voilà. Oui, c'est qu'en fait, il n'y a pas de statistiques qui sont mises en place. Donc, ça nécessite un travail de terrain et d'investigation, de recueil d'informations pour les regrouper et les analyser. Il n'y a pas de statistiques réalisées au sein des tribunaux. Alors, peut-être qu'il y en a dans l'organisation interne des juridictions, mais en tout cas, elles ne sont pas connues du grand public. Mais après, ça va être l'accès aux informations dont tu parlais sur le prix de revente, d'adjudication en tout cas, sur le prix d'adjudication. Même si c'est public, il faut aller les chercher un à un. C'est ça. Voilà toute la difficulté.
Ça, c'est difficile. Donc, ça veut dire, c'est ce que j'explique aux gens que j'accompagne, il faut suivre ton marché pendant des semaines et des mois pour voir justement aller chercher ce taux différentiel, ce delta qui existe entre la mise à prix et le prix de revente, avec la limite, hein, toujours, qui est qu'on peut faire autant de statistiques qu'on veut. La seule vérité, c'est celle du bien qui va t'intéresser, parce que finalement, d'une commune à l'autre, d'un type de bien à l'autre, et selon les spécificités du bien, notamment est-ce que le bien est occupé ou pas, s'il est occupé, est-ce que c'est par le propriétaire, par un locataire, bah, évidemment, l'impact ne sera pas le même, l'intérêt pour le bien ne sera pas le même, et donc la hausse entre la mise à prix et le prix de revente ne sera pas la même. Et aussi, quand on exprime un pourcentage d'augmentation, pardon, j'ai la lumière qui s'éteint, quand on a, mais le plus important, c'est pas ma tête, c'est ce que je peux dire, enfin, du moins j'espère. Le plus important, la difficulté, pardon, c'est au niveau des statistiques, c'est qu'il n'y a pas de règle sur la fixation de la mise à prix. C'est ce qu'on avait indiqué, ce que tu nous avais expliqué en détail au niveau de la vidéo 1 qu'on avait pu faire la dernière fois. C'est que finalement, il n'y a pas de règle. Donc, quelle que soit la valeur du bien à l'instant T, c'est le cabinet d'avocats de concert avec son client ou ses clients qui fixent la mise à prix. Alors, il y a une règle pratique qui veut que c'est aux alentours de 50%, mais malgré tout, rien ne dit que… Enfin, rien n'est figé dans le marbre et ça n'est écrit nulle part. Donc, on sait qu'il y a des tribunaux, il y a des cabinets d'avocats qui vont nettement en dessous pour attirer davantage de monde, c'est de bonne guerre, et augmenter la visibilité sur les biens. Donc, ça veut dire que nécessairement, quand bien même on sait que le bien va se vendre entre 180 et 200 000, si on fixe la mise à prix à 30 000, le pourcentage d'augmentation, il explose. Voilà, mais ce n'est pas pour autant que sur tous les types de biens, c'est pareil, et que c'est pareil sur toutes les communes aussi, sur ce barreau-là. Voilà. Et même peut-être pour aller un petit peu plus loin, c'est que même d'une audience à l'autre, le même bien peut avoir un prix différent d'adjudication. Ça va dépendre des gens qui sont là, qui peuvent venir, qui peuvent pas venir, qui ont pu mobiliser un avocat, pas mobiliser. Donc, on peut se retrouver avec des biens qui partent moins cher, alors que la semaine d'après, ça peut-être parti plus cher. Donc, il y a vraiment un aléa, et faire des statistiques autour du prix de l'éducation, ou en tout cas du pourcentage entre la mise en chair et le prix de l'éducation, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'aborder l'investissement immobilier à travers la vente aux enchères. Ce serait plutôt de connaître le prix de son marché local pour une vente classique, pour ce type de bien, ou la valeur locative qu'on peut en retirer. C'est plutôt ça qui doit déterminer le prix maximum des enchères qui seront portées par l'adjudicataire. Exactement. Voilà. Il ne faut pas se fixer de limite avec un pourcentage entre la mise à prix et l'adjudication, par principe, en se disant si ça dépasse 40%, bien c'est pas intéressant. Non, on ne peut pas raisonner comme ça en matière de vente aux enchères. Il faut connaître sa valeur marché, faire ses simulations d'enchères maximum en tenant compte de tous les frais annexes, évidemment, parce que sinon ça n'a pas de sens et on va pouvoir justement aller dépasser la valeur de marché. Donc oui, non, effectivement, il faut prendre les choses dans l'ordre. Et le pourcentage, c'est un pourcentage de décote sur la valeur marché qu'on peut se fixer, mais pas un pourcentage en rapport avec la mise à prix. Ça, c'est clair. Tout à fait. Bon. Super, Jordan. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une chose qu'on n'a pas abordée la dernière fois, qui sont les procédures qui conduisent les biens à être vendus aux enchères. Tout le monde pense à la plus connue et à celle qui en amène le plus, qui est la saisie immobilière. Donc, la personne ne paie pas son crédit, le bien est saisi pour payer la dette. Donc, ça, c'est ce qui amène le plus de biens un petit peu partout à être vendus. Je l'ai vécu moi-même en tant qu'huissier, bien sûr. Tout à fait. Mais il y a aussi les liquidations judiciaires et bien d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, nous en dire un petit peu plus là-dessus? Tout à fait. Il y a trois grandes situations qui mènent aux ventes aux enchères, à la saisie immobilière, en tout cas aux ventes aux enchères. La première, ça va être, tu l'as rappelé, la plus classique, souvent l'établissement de crédit qui, face aux impayés du client, engage une procédure de saisie immobilière. On a également les copropriétés qui ont un droit spécifique sur le lot de copropriété en raison du défaut de paiement des charges. Donc, on voit des ventes aux enchères partir pour quelques dizaines de milliers d'euros, notamment en raison des copropriétés. Et on a aussi, les établissements bancaires ont aussi
cette possibilité-là, souvent, quand c'est souvent le résultat d'une entreprise qui n'a pas fonctionné, avec la caution personnelle du dirigeant. Et donc, en se portant caution du prêt pour la société, il engage son patrimoine personnel. Voilà, donc ça c'est pour les phases les plus connues, les plus classiques. Il y avait ces trois points-là. Il y en a d'autres peut-être un peu moins connus à travers la liquidation judiciaire des entrepreneurs individuels. Voilà. Là encore, les entrepreneurs individuels engagent leur patrimoine personnel et la liquidation judiciaire des entreprises et des sociétés qui ont des actifs immobiliers. Donc la liquidation judiciaire, en effet, est un bon vecteur. Sachant que souvent, quand il y a des actifs, notamment si c'est une société, il y aura certainement une phase de redressement et de tenter de liquider les actifs avec la mise en place d'un plan de redressement pour sortir de la procédure collective. Voilà. Donc si on arrive à la liquidation judiciaire à une société, c'est qu'il n'y a plus de moyens de la redresser. Et donc les actifs, il faut les liquider. On va liquider tous les actifs, hein, les voitures, les biens meubles, les ordinateurs, tout ce qui constitue le stock matériel. Exactement, sera liquidé. Et on a le troisième qui est un peu moins connu et qu'on voit assez facilement apparaître sur les enchères, c'est la licitation partage. La licitation partage, derrière ce terme un peu barbare, se trouve en définitive le résultat d'une sortie d'indivision avec des co-indivisaires qui ne s'entendaient plus. Une indivision qui peut être post-communautaire après un divorce, une indivision successorale après un décès, ou des concubins qui ont acheté ensemble, ou des amis qui se sont lancés dans l'achat d'une maison secondaire pour profiter chacun de leur tour des vacances et qui ne s'entendent plus et il n'y a plus d'accord. Donc, on passe par le tribunal pour être autorisé à vendre cette maison aux enchères. Voilà. À la demande juste pour préciser ton propos, parce que ça peut parler à beaucoup de monde, finalement, licitation partage, c'est très compliqué, comme tu l'as dit, et tu l'as très justement expliqué, il y a plusieurs cas qui se présentent. Un cas très fréquent, c'est monsieur, madame ne se marient pas, ils sont conjoints, ils achètent une maison ensemble, leur résidence principale, ils se séparent. Allez, on reprend. J'ai eu une petite coupure d'électricité au bureau, donc on reprend cette fois-ci avec de la lumière. Donc j'expliquais qu'il y a un cas très fréquent et que tout le monde peut connaître, c'est monsieur et madame qui sont en couple, qui achètent, qui ne se marient pas, qui sont concubins, qui achètent leurs biens, leur résidence principale ensemble, et puis le jour où il y a séparation, il y en a un des deux qui reste ou pas. S'il veut rester, il faut qu'il paye tout ou partie du bien à son ancien conjoint ou conjointe. Et parfois, ça crée des problèmes. Et parfois, même aucun des deux ne veut rester dans le bien. Moi, je l'ai vu. Et le bien reste à l'abandon ou autre. Ils essayent de le vendre, mais trop cher parce que chacun veut repartir avec le plus d'argent possible pour se racheter sa nouvelle résidence principale. Et c'est toujours plus compliqué seul qu'à deux. Et donc, si les gens ne parviennent pas à se mettre d'accord, si le bien ne trouve pas preneur et qu'au bout d'un moment ça traîne, la partie la plus diligente, celui des deux qui veut vraiment forcer la vente et faire dissoudre finalement cette indivision qui existe entre deux, va solliciter un avocat pour justement entamer une procédure en vue de la vente aux enchères. Procédure de licitation partage. Alors je vous disais, pour rebondir un peu sur ce que tu disais Guillaume, qu'on les repère assez facilement dans les annonces, c'est que c'est souvent des mises à prix qui sont élevées. Voilà, parce que il y a quand même la volonté de ne pas voir brader son actif, qu'il soit successoral ou issu d'une séparation entre concubins ou entre époux. Donc les mises à prix sont souvent élevées. Et donc on les voit apparaître, contrairement aux établissements bancaires qui vont, elles, casser la mise à prix pour attirer les gens. La licitation partage, on a une mise à prix assez élevée. Souvent, d'ailleurs, étant donné que cette mise à prix est assez élevée, il y a une demande qui est faite au tribunal, une demande qui concerne des éventuelles baisses successives de la mise à prix. Ouais, c'est intéressant d'en parler, ça, ouais. Ouais, prenons un exemple assez concret. Monsieur et madame X et Y ont décidé de se séparer, ou monsieur veut rester dans la maison, il ne peut pas payer la part de madame, et madame engage la procédure et ils estiment que ce bien vaut 250 000 euros sur le marché et ils demandent l'autorisation à le mettre en vente à 200 000 euros.
quand même un petit peu plus bas pour attirer, mais au moins pour ne pas perdre trop d'argent si jamais il n'est pas vendu ou il n'y a pas trop d'enchères. Ce qu'on fait dans ce cas-là, ce qui est tout à fait possible, c'est une autre manière d'attirer les enchérisseurs, les adjudicataires potentiels, c'est qu'on peut demander au tribunal, mais ça ne se devine pas, ça ne se présume pas, ça ne s'invente pas. Il faut en faire la demande auprès du tribunal lorsqu'on sollicite l'autorisation à vendre le bien aux enchères. On demande à avoir des mises à prix de baisse successives. Voilà, on détermine le palier, 1000, 5000, 10 000 euros, et on détermine surtout le prix plancher en dessous duquel on ne descendra pas. Voilà, ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là, parce que ça rassure quand même les propriétaires et ça attire les adjudicataires. En pratique, on est quand même face à une situation où les adjudicataires vont attendre les baisses de prix successives, sauf s'il y a quelqu'un qui est réellement intéressé et qui va porter la première enchère. C'est possible. C'est là qu'on voit le profil de gens à qui on a affaire. Typiquement, ce sera le particulier qui veut acheter sa résidence principale, qui ne veut pas passer à côté du bien, qui va mettre le prix pour être quasi sûr de l'avoir. Mais moi, je lui conseillerais d'attendre. Voilà, en tant que local, je vous dis, on attend, et dès qu'il y a quelqu'un qui veut une enchère, eh bien, on met 1000 euros de plus. Parce que dans tous les cas, il aura un budget, s'il vient aux enchères, il aura un budget supérieur à 200 000 euros. Donc, autant attendre que ça diminue de 15, 20, 30 000 euros pour porter la première enchère. Quitte à ce que ça, parce que souvent, ça remonte au-dessus des 200 000 euros ou du prix de base. Hein. Voilà. Ça peut partir en dessous, mais souvent ça remonte au-dessus. C'est là qu'on voit l'effet FOMO des enchères. C'est que finalement, les gens démarrent beaucoup plus bas, mais en fin de compte, montent plus haut que la mise à prix initiale à laquelle ils n'étaient pas prêts à enchérir ou ils n'avaient pas prévu d'aller enchérir. Parce qu'il y a ce côté lutte et j'ai pas envie de lâcher le morceau et je veux pas laisser l'autre gagner des fois. Ce qui fait faire C'est-à-dire qu'en effet, dans les enchères, en fait, on retrouve ce côté d'excitation et de stimulation de l'acquéreur qui est perdu sur le marché classique. Inévitablement, le marché classique, on sait qu'on a le temps, que c'est difficile de vendre, tout le monde a cette information-là, donc il n'y a plus d'excitation. Donc l'idée, c'est quand même d'attirer un maximum de personnes à cette vente et en proposant des baisses successives de la mise à prix, on va attirer plus de monde. Et donc, une fois que ce sera bas et qu'ils auront lancé les enchères, on aura quand même la possibilité de les voir augmenter derrière. Voilà, il faut faire attention à ça quand on est adjudicataire, il ne faut pas se laisser griser. Mais ça, je crois qu'on l'avait abordé lors de la précédente vidéo. D'ores et déjà cadrer son budget. Voilà, avec un peu de folie sur place, laisser une petite part de manœuvre. Là, j'en ai eu une il y a quelques semaines de ça. Bon, on avait un budget serré. On a dépassé 3 000 euros et on a remporté. Voilà. Donc, 3 000 euros en plus, ça nous a permis de remporter les enchères. Donc, toujours se réserver quand même une petite marge de manœuvre. Oui, voilà. Pour 3, 4, 5 000 euros si le bien est réellement intéressant. Voilà. Il faut que ce soit cohérent et en adéquation avec aussi la valeur du bien et l'investissement qu'on veut faire et les chiffres qu'on a prévus derrière au niveau de l'exploitation ou de la revente, si c'est pour de la revente, c'est clair. Tiens, mais une stratégie, ça me fait penser, c'est quelque chose que je partage dans le livre et que j'ai expérimenté dans le livre. Tiens, dans mon livre que je vous casse, petit instant pub, les enchères immobilières, secret pour réussir et s'enrichir. Vous l'avez sur Amazon, Cultura, la Fnac, bref, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Mais il arrive qu'au sein d'un immeuble, souvent, il y ait plusieurs lots qui soient à la vente et que l'immeuble ne soit pas vendu en bloc, mais les différents lots soient vendus 4, 5, 6 lots parfois. Voilà. Et souvent, c'est des biens qui sont de même type, de même nature, ou au moins il y en a 2, 3 qui sont identiques. Et moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que c'est important de se positionner sur les premiers qui viennent à la vente, sur le premier lot qui est proposé à la vente, le deuxième, etc. Parce qu'au final, surtout si c'est des lots identiques ou quasi identiques, on a tous un effet psychologique à la base qui est de dire si je rate le premier, si je rate le deuxième, c'est pas grave, il en reste encore après. Donc sur le premier, tu n'es pas prêt à trop monter. Tu dis bah non, je le laisse, ou j'irai sur ceux d'après parce qu'il m'en reste encore sous le coude. Mais chacun pense ça, ou beaucoup de monde pense ça. Alors que finalement, il vaut mieux être plus agressif sur les premiers, parce que justement, il y a moins de monde qui est prêt à être agressif avec ce côté j'ai encore de la marge, il me reste des biens, je ne repartirai pas bredouille. Et
les gens seront plus agressifs sur le dernier ou l'avant-dernier parce qu'ils disent je suis venu pour enchérir, je suis venu pour acheter un truc, j'ai pas envie de repartir sans rien et je veux quand même faire la bonne affaire. Mais finalement, les très bonnes affaires, et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois, et moi-même, j'ai acheté sur des premiers lots comme ça en faisant des super affaires, alors que sur la même typologie de biens, 3 enchères plus tard, ils ont payé 5 ou 8 000 € de plus, juste parce que justement, il y a plus de monde intéressé, les gens ont moins envie, ont moins ce côté j'ai la chance de me rattraper derrière. Oui. Finalement, y aller tout de suite et se dire non, non, je vais sur le premier ou les premiers, voilà, même s'ils sont parfois un peu moins intéressants parce qu'occupés ou parce que voilà, ou même à typologie de biens strictement identiques, conditions, état, etc. Bah, statistiquement, alors je ne vais pas statistique ou je ne l'ai pas vérifié partout, mais sur ce que moi j'ai vu à plusieurs reprises, être agressif sur les premiers lots, c'est plus intéressant. C'est purement psychologique. Exact. Et c'est tout à fait pertinent. Parce qu'en effet, quand on sait qu'on a cette philosophie qui dit « je ne veux pas de plan B parce que si j'ai un plan B, je pars du principe que le plan A va échouer ». Ouais, donc, c'est exactement ça. Je n'ai qu'un seul plan. Voilà, c'est le A et je vais tout faire pour y arriver. C'est exactement le même schéma, c'est-à-dire quand il y a plusieurs lots, on se dit, bon, le premier, on voit comment ça se passe, on prend la température, et puis on se dit, tiens, lui, il a acheté le premier, alors, non, ça fait quand même un budget où tiens, il n'a pas eu cher, c'est cool. C'est très bien pour moi parce que lui, il n'a pas eu cher, alors les autres, moi, c'est mon budget parfait. Mais effectivement, il y a moins de monde qui va être agressif sur le premier lot. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a un côté, tiens, pour digresser un peu sur les propos que tu tiens là, on en a parlé un petit peu en off juste avant de commencer à tourner cette vidéo, la barrière à l'entrée, qui est qu'il y a encore des gens, du monde qui vient à l'audience, parfois même avec un avocat, en ayant mandaté un avocat, mais qui finalement ne sont pas vraiment prêts à aller acheter, qui ont encore ce frein de dire il faudrait que toutes les cases parfaites soient cochées pour le faire, et même encore on se demande ce qu'il faudrait pour que justement ils passent à l'action et ils y aillent. Pourquoi? Parce que il y a cette barrière à l'entrée psychologique, il y a ces freins de difficultés qui peuvent arriver, peut-être il y a cette peur de l'inconnu parce que pas formé, parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment de choses, voilà. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, Guillaume, c'est que tu l'abordes un peu dans ton livre, c'est tout l'aspect psychologique de l'investisseur et de l'investissement immobilier. Et quand on l'associe aux enchères, il y a quand même un défaut d'information, un manque d'information sur ce thème-là. Et l'inconnu effraie. L'inconnu fait peur, de tout temps, ça a toujours été le cas. Et le premier investissement immobilier fait peur, la première vente aux enchères est inquiétante. Voilà, c'est assez logique. Donc, en effet, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas forcément beaucoup plus de monde non plus aux ventes aux enchères. Voilà, pour terminer sur cette digression. Merci. Autre point pour avancer un petit peu sur la vidéo que je voulais voir avec toi, c'est l'achat en société. Acheter en société aux enchères, il y a des spécificités et des grosses différences avec je veux acheter en société un bien sur le marché traditionnel en passant par une vente chez le notaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, toutes ces spécificités-là, s'il te plaît, à tous les niveaux, parce qu'il y en a à plusieurs niveaux? Des spécificités quand on est en société. Ouais, pour faire l'achat en société. Ouais. Comment? Pour faire l'achat en société du bien aux enchères. Attends, excuse-moi, j'ai entendu sonner. Ah, pour les spécificités pour faire l'achat du bien aux enchères. Oui, pardon. Du coup, oui, alors déjà, en fait, il faut partir du principe, de deux points, il y a deux postulats de départ qui sont assez importants. La première, ça va être une spécificité liée aux enchères immobilières, qu'il n'y a pas de conditions suspensives de financement. Donc, voilà, une société, est-ce qu'elle aura les fonds nécessaires pour se porter acquéreur? Il y a ce premier point à vérifier. Et étant donné que les financements sont quand même compliqués à obtenir dans cette période-là, que si on est dans le cadre d'une société commerciale, on aura des financements plus courts sur des périodes plus courtes avec des taux qui peuvent être plus élevés encore qu'en tant que particulier. Donc, on a cette première spécificité avant de se positionner, à savoir si je le fais en nom propre ou en société. Sachant qu'il faut anticiper. Il faut
prendre le temps, si vous voulez faire un investissement en société, de constituer votre société en amont. Voilà. Le deuxième point, mais ça c'est plutôt un avantage, ça peut être le statut de marchand de biens. Pour les sociétés, on a des droits de mutation qui sont réduits, tout comme un achat classique. On l'avait abordé ça, on en avait parlé, effectivement, la précédente vidéo. Voilà, concrètement, pour porter des enchères quand on est en société, il va falloir donner des informations au tribunal si on est déclaré adjudicataire, et en fonction des statuts de la société et du régime de la société, eh bien, on aura des documents en plus à transmettre au tribunal. Notamment, ça peut être l'autorisation d'acheter un bien aux enchères si ce n'est pas expressément prévu ou si ce n'est pas prévu au statut. Mais ce n'est pas moins d'informations, c'est des informations qui sont juste différentes. Voilà, l'achat aux enchères par des sociétés, par une société est peu ou prou similaire à ce qu'on fait avec les personnes physiques. Les spécificités tiennent essentiellement au financement, mais qui sont un peu accessoires à la procédure elle-même de vente aux enchères, et à la qualité de marchand de biens. Et on peut être à titre personnel marchand de biens également. Ouais. Voilà. La seule particularité, c'est qu'il faut vraiment avoir constitué la société en amont, parce que je n'ai pas de conditions suspensives ou de faculté de substitution par une personne morale. C'est-à-dire que celui qui porte l'enchère est celui qui achète. Donc, je viens te voir, je veux acheter en société, je te dis, Maître Sarrazin, je veux acheter avec ma SCI ou ma SAS, ma SARL, que sais-je, mais ce n'est pas moi, Guillaume Virondeau, qui veux acheter, c'est ma société. Parce qu'il faut que le mandat soit au nom de ma société. Sinon, ça veut dire que tu vas porter enchère pour Monsieur Virondeau et pas pour la société Intel. Et donc, c'est monsieur qui sera déclaré adjudicataire. Voilà, tout à fait. Le mandat, le chèque de banque, tous les documents doivent être au nom de la société, du gérant éventuellement selon les documents, et avec le PV d'AG comme on l'a abordé tout à l'heure. Donc, voilà, c'est vraiment le point important, c'est-à-dire que c'est toujours un peu délicat de savoir si on investit en société ou pas. Là, c'est plutôt, j'élargis un petit peu le sujet. Alors, à quel moment je passe en société, à quel moment j'ai la nécessité de devoir constituer un groupe de sociétés à travers la holding. Est-ce que c'est pour moi? On est sur des questionnements assez récurrents. Et dans ce cas-là, avec la particularité des enchères, c'est qu'on doit être fixé avant d'aller porter des enchères. On ne peut pas se dire, tiens, je vais signer un compromis et puis je me laisse le temps de la réflexion. Je verrai avec la banque la meilleure manière de financer, si c'est en nom propre, si c'est en société. Je verrai éventuellement pour trouver des investisseurs, parce que non, là, on n'a que 2 mois pour déposer le prix. Je crois qu'on fera un petit point un peu plus tard sur les conséquences du défaut de paiement, mais partez du principe qu'il n'y a effectivement que 2 mois pour réaliser l'intégralité des formalités. Voilà, parce qu'il peut y avoir certaines conséquences plus ou moins importantes du défaut de paiement de prix. On va en parler tout de suite. Donc, la transition toute faite. Bravo et merci. Peut-être, si je peux juste finir sur les sociétés, parce que c'est vraiment un point important. Venez prendre conseil, prenez conseil avant même d'avoir ciblé le bien. D'accord? C'est qu'à partir du moment où vous envisagez de passer par les enchères, discutez-en avec un professionnel afin qu'il vous dise, déjà vu votre situation, est-ce qu'on bascule en société pour les investissements de manière classique? Est-ce qu'on la crée en amont? Même si maintenant on a réussi à réduire les délais de création de société, il y a quand même des impératifs d'une quinzaine de jours. Voilà, pour arriver avec la société créée. Et donc, il faut créer la société et faire une demande de financement auprès de la banque avant, d'accord, les enchères, pour être certain d'obtenir le financement et de connaître les conditions avant d'aller porter les enchères. Donc, avant même d'avoir ciblé le bien, juste au moins 1 mois et demi avant la vente aux enchères, il faut créer la société. C'est le dernier délai. 1 mois et demi avant. C'était peut-être la petite précision importante. Parce que même 15 jours, 3 semaines, c'est un peu léger. Parce qu'il faut que la société, il ne faut pas qu'elle soit en création. Il faut qu'elle soit créée et définitivement. Il faut que tu aies le cabis pour toi pouvoir prendre le mandat et aller enchérir. Tout à fait.
Ok, super. Merci beaucoup. Écoute, on va passer effectivement au dernier point qu'on avait prévu d'aborder ensemble, qui sont le délai de paiement et donc les conséquences du retard potentiel de paiement ou du défaut de paiement. Typiquement, quelqu'un qui s'engage, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, hein, on le rappelle, au même titre qu'il n'y a pas de clause suspensive, la conséquence de ça, c'est que je suis déclaré adjudicataire, que ce soit moi ou ma société, je dois payer mon achat. Je ne peux pas me rétracter, je ne peux pas revenir en arrière, j'ai aucun moyen de m'en sortir. Alors, on ne pourra pas me forcer à l'acheter, dans le sens où voilà, je ne suis pas obligé de devenir in fine propriétaire du bien définitivement, mais par contre, ce ne sera pas indolore et ça va se chiffrer et je devrai payer un certain nombre de choses et Oui. tu vas nous expliquer tout de suite pourquoi et comment. Et donc, il y a 2 points finalement différents à aborder. C'est d'abord le retard de paiement. Si je paye au-delà des fameux 2 mois, alors même parfois c'est 3 mois parce que sur les liquidations judiciaires, le délai prévu par le code de commerce, c'est 3 mois. Donc, il y a un petit laps de temps, enfin 1 mois, c'est pas petit d'ailleurs, mais supplémentaire pour les biens qui sont issus d'une procédure de liquidation judiciaire. Mais pour l'immense majorité, c'est 2 mois. Donc, si je paye au-delà des 2 mois de quelques jours ou de quelques semaines, c'est quoi les conséquences? Comment je peux m'organiser? Et puis, le défaut de paiement, j'ai le bec dans l'eau, j'ai pas mon financement. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors, ça fait partie des spécificités de la procédure d'achat dans le cadre d'une vente aux enchères, de l'adjudication. C'est qu'en effet, il n'y a pas de faculté de désistement ou de possibilité de sortir si les conditions suspensives ne sont pas réalisées. Tout comme une autre spécificité, c'est la remise des clés. Il n'y a pas de cérémonie de remise des clés. Voilà, donc on voit avec les huissiers qui sont intervenus ou l'avocat du créancier poursuivant pour récupérer ces clés-là. Il n'y a pas de date formelle ou de modalité de remise des clés. Pour le défaut de paiement dans le délai, alors, il faut bien distinguer. C'est-à-dire que le petit retard de paiement, d'accord, est absorbé, il n'y a pas de difficulté. On peut accorder, c'est en discussion avec le créancier poursuivant et la juridiction. Si on a 15 jours, 3 semaines de retard, il n'y a pas de difficulté. En revanche, il n'y a pas de difficulté, ça dépend des dossiers et c'est quand même libre arbitre du créancier poursuivant, hein, d'accord, encore une fois. Mais dans la pratique, il n'y a pas de grande difficulté. Nous seront imposés à l'adjudicataire en retard de paiement des intérêts. Voilà, mais il n'y a pas de. Voilà, c'est ce qui est prévu par la loi dans les textes, c'est des intérêts de retard, mais c'est Voilà. à la diligence du créancier. Donc finalement, exactement. La politique de l'autruche, c'est pas la bonne solution si on voit que la banque traîne un peu. Encore une fois, et là je renvoie à la première vidéo qu'on avait faite, c'est l'importance du choix de l'avocat, parce qu'il ne faut pas avoir peur si on a un problème. On peut avoir très bien préparé son dossier et c'est le banquier qui, pardonnez-moi l'expression, mais qui a merdé. Et du coup, si le banquier a merdé, il y aura peut-être 1 semaine, 2 ou 3 semaines de délai supplémentaire, parce que le montage du dossier a pris plus de temps. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone et dire à son avocat, voilà quel est mon problème, qu'est-ce qu'on peut faire mettre, comment on se débrouille. Et là, justement, c'est le rôle de l'avocat. Exactement, et comme tu l'as très justement rappelé, c'est à la discrétion du poursuivant, du créancier. Donc, quand on est face à des établissements bancaires, ça passe beaucoup plus facilement. Quand on est dans le cadre d'une licitation, c'est plus délicat, d'accord, parce que les gens sont pressés de récupérer leur argent, donc ils vont mettre la pression et ils vont demander éventuellement les intérêts de suite. Voilà, avec un établissement bancaire ou une liquidation judiciaire, on a un peu plus de marge de manœuvre. Le coup près ne tombe pas à minuit le jour J, d'accord. Sachez aussi, petite précision, et ça c'est une précision qui est importante, qui est plutôt liée au contexte actuel, c'est que maintenant on voit que les ventes classiques, avant on arrivait à avoir un financement sous 2 mois, maintenant on atteint 3 mois pour avoir le financement. D'accord, les banques sont de plus en plus exigeantes en termes de documents à fournir et d'éléments à fournir, donc il y a beaucoup plus le délai est beaucoup plus long avant d'obtenir les fonds, ce qui nécessite une meilleure préparation en amont, d'où l'intérêt d'être accompagné par des personnes qui sont habituées aux ventes aux enchères.
Et à la fois, ce qui permet aussi de discuter au moment où on n'a pas payé le prix, en disant, mais moi j'ai fait toutes les démarches même en amont, et c'est ma banque, elle m'a dit que c'est OK, c'est bon, maintenant l'offre est à l'édition, donc je devrais l'avoir sous 15 jours. Eh bien voilà, le créancier poursuivant n'a pas d'intérêt à remettre en cause cette vente-là. Voilà, voire même ne pas solliciter d'intérêt pour le retard. Voilà, c'est vraiment important de préparer son dossier et de transmettre les informations en temps et en heure, et comme tu le disais à juste titre, ne pas faire la politique de l'autruche. Parce que dans ce cas-là, indépendamment du fait de pouvoir demander des intérêts de retard, il y a la possibilité de remettre en cause l'adjudication. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est-à-dire que le bien est remis en vente avec une décote par rapport à ce qu'il avait été annoncé. Et on se retrouve, le bien remis en vente, représenté aux enchères. Et s'il y a une différence entre le nouveau prix d'adjudication, une différence, ou bien une soustraction, c'est-à-dire que s'il est vendu moins cher que ce que vous l'aviez acheté, ce que l'adjudicataire initial avait acheté, il est tenu de payer la différence. Donc, si moi, je l'ai acheté 100 000 € et que je fais défaut, finalement, je n'ai pas mon financement, et qu'à la deuxième audience, il est remis en vente et qu'il est vendu seulement 80 000, 20 000 € de moins, les 20 000 €, c'est pour Bibi. Tout à fait, avec les frais de publicité de la nouvelle mise en vente. Voilà. Ce qui est quand même, qui peut avoir des conséquences importantes. Alors, en pratique, avec des discussions, c'est des délais, d'accord, ça n'arrive pas 2, 3 jours, 15 jours après. On peut aller, ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 2 mois et demi de retard pour le versement des fonds. Et c'est pas oui, parce que là encore, c'est à la diligence des parties concernées. Donc, c'est soit le créancier poursuivant, soit le mandataire judiciaire si c'est dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ou parfois même ça peut être le débiteur lui-même saisi qui dit attendez, moi en attendant j'ai mon crédit, mes mensualités qui courent toujours alors que mon bien a été saisi, il a été vendu, je demande à ce qu'il soit revendu parce que la personne traîne. Oui. Bon, en pratique, je pense que ça se voit jamais. Enfin, moi je l'ai jamais vu dans les dossiers, en tout cas, je ne sais pas toi, mais que le débiteur lui-même vienne demander la remise en vente. C'est pour une simple et bonne raison, c'est que souvent quand c'est vendu aux enchères, le bien, le crédit a été, la déchéance du terme a été prononcée. Donc on demande tout au débiteur. Le débiteur n'a plus de somme d'argent à sortir tous les mois. Il attend de toute façon, d'avoir été que le prêt soit soldé par la vente aux enchères. Mais non, je vous dis, on peut pousser les délais, ça va dépendre du créancier poursuivant, de son avocat et des éléments qu'on va être capable de mettre en face pour justifier la situation. Tout simplement, si on se contente de dire non mais c'est bon, ça vient, non mais c'est bon, vous allez avoir le prix, la semaine prochaine vous avez le prix, la semaine d'après on dit non mais en fait, non, vous l'aurez la semaine prochaine, non. Il faut bien sûr étayer avec des éléments concrets et sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Simplement, il faut bien avoir conscience des risques qui sont inhérents à ce vecteur que sont les enchères immobilières. Super. Merci beaucoup, Jordan, pour toutes ces précisions. C'est ultra précis, ultra intéressant. J'espère que ça vous a plu. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent te retrouver, te contacter s'ils sont intéressés? Alors, pour aller acheter aux enchères, tu es compétent seulement à Bordeaux physiquement pour aller enchérir, on va dire, mais comme tu montes les sociétés, les holdings, arbitrage patrimonial, etc., tu peux les aider pour ça. Donc, on t'écoute. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Alors, il y a deux solutions. Vous avez peut-être que Guillaume le mettra en lien. Je mettrai tous tes liens, ouais. Mon compte Instagram et éventuellement un mail, c'est très simple. Voilà, donc contact assez facile, assez accessible, pas de difficulté là-dessus. Et puis oui, surtout pensez aux enchères. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Je me permets de faire un petit point sur ça parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Venge.fr qui arrive. Voilà, allez voir ce qui se fait. N'ayez pas peur de chercher des renseignements, des informations et surtout osez, parce que c'est peut-être un peu le point essentiel, osez aller porter des enchères et n'hésitez pas à vous faire accompagner par Guillaume qui a des retours d'expérience personnels et des retours d'expérience des personnes qui l'accompagnent. Et après par des professionnels qui peuvent être des
les avocats notamment pour porter les enchères et pour structurer un peu vos investissements. C'est ça. Voilà pour Merci, le conseil. Merci beaucoup. Tiens, j'en profite, celles et ceux qui ont un projet en chair commencé ou envisagé ou autre, j'ai un coaching gratuit 15 minutes si ça vous intéresse. Je vous mets le lien là encore dans la vidéo. Il y aura des liens dans tous les sens finalement, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Il y aura des références partout. Exactement. N'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir vous aider pendant un quart d'heure. On prendra toutes vos problématiques et puis on fera le max pour tout vous débloquer, pour vous aider à avancer, quel que soit votre souci. Merci beaucoup Jordan, encore une fois. Merci à toi Guillaume, c'était super, très intéressant aujourd'hui. Super, merci à toi. Et puis à très vite, vous tous qui regardez cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Ciao. À bientôt.